Le Burkina Faso est à 69% de récupération de son territoire. Les positions des FDS ne sont plus la cible d'attaques terroristes, mais plutôt de pauvres citoyens. L'attaque de Barça-Logo samedi dernier en est un exemple patent. Mais que comprendre justement de ce changement de stratégie des forces obscurantistes? Serait-elle aux abois au point de s'en prendre désormais aux populations civiles? La conséquence d'une infiltration, d'une complicité interne. Autant de questions qui se trouveront justement en réponse dans ce nouveau numéro C360. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour lecture. Je suis en compagnie de M. Mokhtar Kemtore. Il est donc le secrétaire exécutif du réseau historien pour la participation populaire au développement. M. Konaté. Bonjour, M. Davira. Deuxième invité sur ce plateau, M. Tel Konaté, secrétaire général du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Bonjour, M. Konaté. Bonjour, M. Davira. Sur ce plateau, M. Hassan Devi Ouedraogo, il est le secrétaire général du mouvement Burkina Rempart. Bonjour, M. Ouedraogo. Bonjour, M. Davira. Et quatrième et dernier invité qui nous prendra certainement avec donc un petit retard. Il est chef d'entreprise et analyste politique. Il s'agit de M. Martin Sawadogo. Alors, nous allons donc commencer avec vous, M. Kemtore, en tant que historien et sociologue, pour déjà comprendre le contexte dans lequel on a assisté justement à ce drame qui s'est passé samedi dernier à Barça-Logo, où des forces obscurantistes se sont pris justement à des populations civiles en plein travaux communautaires. Merci M. Davira, merci à la chaîne C360 pour ce que vous faites déjà, et toutes mes condoléances aux familles éplorées, et force et courage à tout le monde, tout le peuple burkinabé. Et il faut dire que Barça-Logo est situé dans une zone à conflit. Depuis 2015, c'est tout le nord de la région du centre-nord qui est attaqué. Et ces attaques ont pris naissance à partir des conflits qui existaient déjà entre agriculteurs et éleveurs. Et l'ennemi, comme d'habitude, profite toujours des dissensions sociales, des divisions et autres, pour semer la terreur. Et d'où la force même de l'insécurité qui s'est installée dans cette zone. Et lorsque vous prenez Barça-Logo et prenez la carte, vous allez voir, et à l'ouest, vous avez Namisigma, et un peu plus au nord de Barça-Logo, vous avez Dabo, et vous avez Dablo, oui, et à l'est, vous avez Pensa, et un peu plus au sud, vous avez Pisla. C'est-à-dire que toute la commune de Barça-Logo même est encerclée déjà par des zones où il y a des attaques terroristes. Par les autorités militaires de faire justement pour protéger Barça-Logo. C'est bien ça. C'est une bonne stratégie, mais il aurait fallu qu'on prenne en fait d'autres mesures. Comme quoi, les mesures, bon, d'abord, est encerclée. La commune est encerclée. Et ça veut dire que très facilement, il peut y avoir. Donc la stratégie aurait voulu que d'abord, Barça-Logo qui connaissait déjà un regroupement de populations qui étaient déjà divisées, qu'on part d'abord essayer de rassembler ces personnes, d'apaiser les cœurs des différents clans divisés et qui sont ensemble. On les voit ensemble chaque jour. On pense qu'ils s'entendent, mais au fond, il y a... Donc, est-ce que cela justifierait à faire fuiter des informations de telle envergure? Bien sûr. Et lorsque deux groupes sont déjà en conflit et on va les rassembler pour faire des travaux d'intérêt commun, mais je vous assure, vous ne connaissez pas l'intention de l'autre. Voilà. Et on a même dit qu'il y a des femmes qui mettent des armes dans des jarres d'eau pour faire traverser.
Mais tout ça, c'est dû au fait que, bon, il y a déjà des conflits qui existaient, donc il y a d'autres qui avaient des intentions de nuire à d'autres groupes. Donc, du coup, il y aura fuite d'informations. Monsieur Tel Konaté, conflit latent, certes, mais est-ce que cela justifierait justement à créer ce genre de désagrément pour toute une population? Alors, merci déjà, monsieur Dabira, pour l'invitation et un bonjour particulier à l'ensemble des téléspectateurs de cette chaîne. C'est innovante et ambitieuse. Alors, pour revenir à la question, moi je dirais que on peut trouver des tonnes et des tonnes de justifications à ce qui peut pousser un être humain à agir mal en société. De prime abord, ça peut être parce qu'il n'aime pas le visage de son voisin, ça peut être parce qu'il considère que son voisin a des choses qu'il n'a pas. Vous savez que cette crise terroriste, beaucoup le justifient par le fait que nos populations sont pauvres. D'autres aussi le justifient par le fait qu'il y a de la stigmatisation. Des choses que je considère en vérité aussi comme des diversions. Moi, je considère pour ma part que si ça s'est produit, c'est parce que nous avons manqué de rigueur. À quel niveau? Nous avons manqué de rigueur dans l'approche de la compréhension du fait que nous ne sommes pas encore à la fin de la guerre. Vous savez, il y a ce qui se passe quand on est dans le feu de l'action d'une confrontation avec un adversaire, quand on l'a amoindri, quand on l'a affaibli sérieusement, il y a deux mots qui peuvent vous atteindre. C'est l'excès de confiance, en disant que tout est fini. Nous sommes tellement forts qu'il a finalement renoncé. Mais je ne pense pas que les autorités soient dans cette posture, sinon on n'allait pas se mettre à faire des tranchées, justement, pour se protéger. C'est-à-dire que quand je dis l'excès de confiance, c'est que, vous savez, les tranchées étaient déjà faites, en fait. Ce n'est pas nouveau. Elle était là, et je pense que c'est la saison de pluie qui a poussé à vouloir, à boucher un peu les tranchées, de sorte que on a envie maintenant de les déboucher. Et c'est pour les déboucher qu'on a fait appeler la population. Maintenant, pour les déboucher, il est fort probable que les responsables sur le terrain se sont dit, quand nous avons creusé, ils n'ont pas pu intervenir. Ce n'est pas pour déboucher qu'ils vont venir. Bon, ça, c'est une analyse. Oui, c'est une analyse que je fais. Mais, principalement, je disais que Barça-Logo est un peu un grain de sable dans l'océan des nombreuses victoires et des acquis que nous avons enregistrés ces derniers mois. Et véritablement, ça donne en quelque sorte un nouveau tonus je dirais, à ces créatures-là qui sont des semeurs de mort et à l'ensemble des forces obscures qui planent autour d'eux et qui attendent des mauvaises nouvelles justement pour bondir et enfin revenir à la vie et dire que bon voilà, eux ils savaient que ça pouvait arriver et ils savaient que ça allait arriver. C'est pour cela que je dis que dans une guerre on perd des hommes, on perd des combattants, on perd des civils et dans le cas d'espèce, vous parliez tantôt du fait que ce sont des civils qui sont venus s'en prendre à des civils en particulier. Et vous remarquez que ceux qui sont très prolixes habituellement à accuser notre gouvernement, ou en tout cas notre armée de tuer des civils, actuellement, il est très clair que ce n'est pas notre armée qui l'a fait. Les populations étaient venues pour aider notre armée à travailler. Et on aurait dû voir... Ce sont des terroristes qui sont venus tuer de façon très claire. Mais encore une fois, ce ne sont pas aux terroristes c'est-à-dire leur véhémence n'est pas adressée aux terroristes, leur véhémence est encore adressée vers l'action gouvernementale et les forces armées pour encore les dénigrer. Parce que dans tous les cas, vous avez un groupe de personnes, des entités coalisées pour des intérêts absolument loin de l'intérêt général, qui ont envie de salir l'action publique, qui ne sont même pas du tout attachés à la paix ou à la pacification du pays. Tout ce qui les intéresse, c'est que chaque matin, il y ait de mauvaises nouvelles afin qu'ils puissent dire que le fait qu'on ne nous implique pas est la raison pour laquelle les choses ne vont pas. Alors que pourtant, quand ils étaient impliqués, ça ne marchait pas. C'est là que nous disons, la logique de faire la guerre à ces groupes est une logique juste. Parce que comme on peut le concevoir, nous sommes dans un combat où nous avons une cause morale à défendre. Et nous sommes en droit de dire que, comment on appelle ça, notre cause est juste. Moralement beaucoup plus juste en tout cas que le camp d'en face, qui tue des civils, qui prétend avoir des motivations religieuses, mais qui dans les faits est battu en brèche par la réalité du fait. L'actuel président du Faso l'a clairement expliqué. C'est d'ailleurs le premier président, j'allais dire, qui a mieux appréhendé le phénomène, qui a dit clairement que ça n'a rien à voir avec des revendications d'ordre religieuses, mais certainement des groupes armés, armés par justement des entités de différentes natures. Voilà,
intérieur comme extérieur, ramener le pays oui, dans le système d'antan. Mais ça fait partie d'un plan géopolitique global pour essayer de déstabiliser déjà le Sahel global. Le seul problème, c'est qu'au niveau sous-régional et même africain, on ne l'a jamais suffisamment compris. On pensait dans nos petits enclos coloniaux, je dirais. Mais aujourd'hui, il y a la logique, ou en tout cas, il y a la dynamique de l'AES, qui est une dynamique globale, qui est une dynamique, comment on appelle ça, d'intégration des forces des 3 pays pour essayer d'endiguer ce mal. Parce que face à un mal pareil, moi j'ai tendance à ne pas aimer ceux qui parlent, enfin je n'accepte pas l'idée de dire que c'est un problème d'unité qui manque. Comment vous vous unissez avec des gens qui tuent des civils simplement pour le plaisir? Il y en a même qui proposent de discuter avec eux. Notre problème ici, c'est qu'on demande d'inclure les gens qui en réalité ont perdu le sens de la République. C'est pourquoi le président de Faso l'a dit clairement. Il y a pas, et quand on ne comprend pas ça, de discuter avec qui vous vous rappelez les attentats de Paris en 2015? Il n'y a pas de revendication en réalité. Les attentats de Paris en 2015, quand ils se sont passés, quelles que soient les divergences, chacun était au moins unanime sur le fait que les terroristes nous attaquent, non pas parce que nous sommes français, mais parce qu'ils sont contre notre mode de vie. Ils s'en sont pris aux civils, ils ont tué dans des salles de spectacle, sur des terrasses. Tout le monde s'est réuni autour du président pour dire il faut qu'on trouve la solution. Mais qu'est-ce que vous voyez chez nous? Vous voyez des politiciens et aussi des organisations clandestines masquées derrière des revendications farfelues qui se mettent à tirer sur l'action gouvernementale. C'est vrai, on peut considérer qu'il y a un certain nombre de mesures qui auraient dû être prises, qui n'ont peut-être pas été réfléchies au moment où il les fallait. De sorte qu'aujourd'hui, on est maintenant obligé de courir 2 fois pour faire ce qu'on aurait pu faire simplement avant que la chose n'arrive. Mais pour commencer, on devrait déjà au moins être unanime sur le fait que ceux qui ont fait ça sont des criminels, des monstres. Déjà. Avant maintenant de réfléchir à la façon dont on les confronte. Et on doit les confronter de la façon la plus dure. On ne vient pas pour les serrer la main. Si des gens considèrent qu'on doit les serrer la main, c'est eux nos premiers ennemis. Parce qu'en réalité, certainement qu'ils s'entendaient avec eux pour faire ça afin de venir vers nous pour nous dire, bon écoutez, vous voyez, c'est nous, on avait raison. Si quelqu'un est dans cette logique, il est déjà au banc de la République. Il a la marge. Il faut savoir lui apporter les réponses qui vont. Et en la matière, il ne faut pas négocier. Il faut aller durement pour sévir comme il se doit, pour que les gens comprennent que le Burkina ne va pas négocier, ne va pas fléchir, quelles qu'en soient donc les représailles absolument, au niveau des forces civiles, au niveau des populations civiles plutôt. Alors, monsieur Ouédraogo, alors les populations de Barsalgo ont été attaquées en plein travaux communautaires. Selon une certaine opinion, ce qui s'est passé est la conséquence d'une complicité interne, soit des populations, soit des FDS. Qu'en pensez-vous? L'attaque de Barsalgo, voyez-vous, cette tuerie de civils, d'une extrême barbarie, très lâche. Et je dirais que Barsalgo est un peu pour moi comme Arbinda, qui a tenu face à ces terroristes pendant longtemps. Mais vous voyez tout autour de Barsalgo, comme le citait Monsieur Kemtore, Pensa, Piscila. Si vous avez suivi de la manière que nos FDS ont toujours intervenu autour des pistes-là pour fouetter. À un moment donné, on ne pouvait même plus sentir même leur présence. Même pas. Et même les ennemis internes, c'est-à-dire ceux du village qui sont complices, les complices. Et tous, ils répondaient au pas dicté par l'autorité. Donc, vous voyez, c'est facile pour eux, en ce moment, de développer des stratégies, faire bouger certains de leurs complices dans ce village, dans cette commune de Barsalgo. Vous voyez, donc c'est très important que M. Konaté
l'ai précisé. Lorsque vous écoutez les gens pensent pour eux, on a fait appel à la population pour creuser ces tranchées. Ah non, les tranchées existaient déjà. C'est l'effet des eaux de pluie. Les eaux de pluie, il fallait qui tentaient de reboucher cette tranchée. Il fallait maintenant déboucher. Alors, avec ses ennemis et, comment dirais-je, ses complices internes, si vous voyez tout l'ensemble des complices qui ont été arrêtés, il y a plus de femmes que d'hommes. Oh oui, c'est plus de femmes justement que d'hommes. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Donc, c'est pour dire que si l'ennemi maximisait pour travailler du côté des hommes, très rapidement, ça allait être su. Ah bon, c'est véritablement déplorable, mais toujours est-il que si on s'en tient à ce que le président dit, vous voyez par exemple pour Barsalgo, là, aucun groupe armé, aucun groupe terroriste ne puisse revendiquer ça. C'est les petits bandits armés par qui nous savons. Ces Occidentaux qui font tout pour déstabiliser ce régime. C'est toujours eux. C'est ce qu'on disait tantôt, c'est le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso actuel, qui a pu nommer justement ce problème en disant très clairement il ne s'agit pas de groupe de soutien à l'islam. Ou... Merci. Non, ce sont des personnes, des bandits armés par l'impérialisme pour justement nous ramener dans les jurons, dans les zones coloniales. Je voulais dire un truc par rapport à la question des complicités internes. Vous savez, dans je dirais guerre, parce que je pense que le mot convient. Dans toute guerre, l'élément clé qui décide de l'issue des batailles, c'est le renseignement. Nous sommes dans une confrontation face à un ennemi qui n'a pas de position localisée. Il est diffus. Il n'ose pas venir à l'affrontement. Avant, il venait à l'affrontement, il faut quand même remarquer un shift. Il venait de façon frontale. Oui, et il gagnait. Il gagnait d'ailleurs, et puis il repartait. De FDS. Voilà, il faut remarquer que entre 2019, 20 et 21, les terroristes partaient prendre des détachements, ils filmaient à l'intérieur des détachements ce qu'ils ont pris, ils filmaient les corps, et puis ils faisaient de la propagande avec. Mais aujourd'hui, on est tous témoins du fait que ça, même dans les rêves les plus fous, ils ne peuvent pas avoir ça. Il leur arrive souvent, en tout cas, de prendre même leur propre matériel, de filmer, de dire que c'est du matériel qu'ils ont pris à nos forces armées. Exact. Évidemment, les propagateurs, ceux qui font de la propagande pour eux, prennent ça et puis ils communiquent là-dessus. Mais c'est le renseignement d'abord. Nous avons une agence de renseignement, il faut le reconnaître, qui a beaucoup progressé. Qui fait en tout cas de plus en plus un travail qui est extraordinaire. Mais je trouve que ce n'est pas encore assez. À tous les niveaux, on doit être meilleur que ça. Parce que de plus en plus, je pense, depuis un certain temps, quand vous observez un peu la logique même des attaques. Mais le renseignement, il fait ce qu'il peut. Le renseignement fait ce qu'il peut. Les populations aussi doivent véritablement s'impliquer. Je crois que les populations s'impliquent. Les populations sont venues pour aider, par exemple, l'autorité à déboucher. C'est déjà bien. À travers les déjà fondamental. Maintenant, vous savez, quand on parle de renseignement pour de vrai, le renseignement stratégique n'est pas accessible aux populations. Sauf s'ils ont été formés et qu'ils ont de quoi. Mais par contre, il doit y avoir du personnel qui maîtrise, qui peut savoir par exemple qu'une personne, s'il a un tel comportement, il doit avoir certaines choses sur lui. Vous savez, il a été dit par exemple qu'il y a certains qui ont été détectés avec du renseignement, avec du matériel de communication satellitaire. Oui. Justement, ça peut sur les lieux, par exemple, si quelqu'un a un téléphone satellitaire, lorsqu'il communique avec, il est possible de capter en fait, de capter les communications qu'ils se transmettent. Il faut qu'on ait sur le terrain des gens qui aient du matériel capable d'intercepter ces communications. Parce qu'eux, ils ont du matériel qui intercepte nos communications. Et ce n'est pas tout. Nous parlons de l'adversité extérieure qui fournit du matériel. Mais pas que du matériel, et aussi du renseignement. J'ai souvent pris l'exemple simple qui est que, vous voyez l'Ukraine. L'Ukraine aujourd'hui est un État, comment on appelle, je veux dire, c'est un État marionnette. Tout ce que l'Ukraine a en termes d'argent, en termes d'armes, et de renseignements satellitaires vient de l'OTAN.
Aujourd'hui, nous sommes en quelque sorte dans une confrontation géopolitique avec tout ce qui est l'Occident, donc l'OTAN. Il faut imaginer facilement que ceux qui nous confrontent sur le terrain qu'on appelle terroristes, ils ont du renseignement satellitaire de tous nos positionnements et de ce que nous faisons. Comment nous le faisons? Quel est notre dispositif? Il faut que nous ayons un niveau de préparation qui fasse en sorte qu'on intègre cette nouvelle donne-là. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement, oui, bon, voilà, il y a évidemment l'impérialisme, mais l'impérialisme, là, c'est un mot vague. Il faut mettre derrière l'impérialisme une entité comme l'OTAN. Parce que dans sa confrontation avec la Russie, elle nous considère comme une entité à qui elle doit créer des problèmes, dans l'espoir aussi de prouver que la Russie ne peut pas résoudre un problème. Oui, c'est clairement connu. Alors, comme l'a dit monsieur Konaté, l'armée burkinabé monte en puissance. Nous sommes aujourd'hui à 69% de récupération de notre territoire national. Les terroristes qui s'attaquaient d'antan aux positions de FDS s'attaquent maintenant aux populations civiles. Est-ce à dire que le terroriste est aujourd'hui aux abois pour avoir changé justement sa stratégie comme ça? Moi, j'aimerais en fait préciser quelque chose. Et je ne partage pas le plus souvent le point de vue de ceux qui brandissent plus l'idée de guerre et pour certaines justifications. Ce qui s'est passé à Bassa-Logo, on ne peut pas comparer cela avec la Première Guerre, ce qui s'est passé au niveau de la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, ou même dire qu'on ne part pas en guerre les larmes aux yeux. Il y a un problème qui est là. Ce que nous devons rechercher, c'est de donner des pistes, des idées, des pistes de solutionnement pour que ça ne se répète plus ailleurs. Et aussi, il va falloir que nous ayons ce courage, souvent, de faire des propositions concrètes. Monsieur plus précisément, nous serons ravis d'avoir ces propositions concrètes. Plus précisément, et lorsque on dit que nous n'avons pas un problème d'unité, vous voyez ce qui s'est passé à Bassa-Logo. Si c'était une situation de guerre, je vous assure que nos forces de l'ordre, même nos VDP, sont stratégiquement puissants et forts pour dompter ça. Il y a autre chose. Bassa-Logo est à 40 km de Kaya, qui est super armé. Mais ouais, lorsque nos militaires veulent agir, quand ils vont, ces groupes armés-là, ils disparaissent dans la nature. Ils rentrent dans les concessions. J'ai dit, quand on prend la carte de Bassa-Logo, on voit tout autour. Ce sont des communes également qui ont les mêmes problèmes. Mais quand les gars disparaissent ici, monsieur Ouedraogo l'avait dit, le cas de Pisila, où les gens ont été fouettés, ils sont rentrés à Bassa-Logo, ils ont eu tout le temps d'implanter les trucs qu'on appelle des espions et autres, les structures de renseignement. Vous voyez. Donc, quand nos forces de l'ordre viennent, ces gens rentrent dans la population, ils cachent, ils camouflent les armes, et puis ils sont avec la population. Mais s'ils viennent encore frapper au sein de cette population, on dira qu'il y a eu exaction sur des populations civiles. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut repenser. Il y a des zones qu'on peut prendre. En partant par exemple vers l'est, et il y a toute cette zone de forêt. Lorsque nos forces de l'ordre se lèvent, ils vont là-bas, ils vont en guerre. Parce que ces groupes sont camouflés là-bas, on sait là où ils vont. Mais ce qui se passe là, c'est compliqué d'évoquer la situation de guerre. Il faut repenser une nouvelle stratégie, d'où je dis, il va falloir que ces gens de localités-là, ce n'est pas la seule zone, il y a d'autres zones aussi, qui sont bien connues par nos forces de l'ordre. C'est-à-dire, dans ces genres de zones, pour amener les gens à réaliser les travaux d'intérêt commun, il faut un minimum. Le minimum, c'est quoi? Voilà, pour une première fois, depuis de 1990 jusqu'à maintenant, je vais laisser les autres pour ne pas ouvrir d'autres débats qui vont nous amener loin. De 1990 jusqu'à maintenant, nous avons un président qui a la légitimité populaire. Quand il sort, il dit ça, les gens suivent. Ces gens, on a reconquis Bassa-Logo, on a installé les populations, un message du président pour galvaniser la population, pour les rassembler, pour essayer
et d'apaiser qu'on appelle certains conflits inutiles qui ont existé dans le temps, on ne peut pas passer, on peut pas laisser ça. Voilà, il faut reconnaître qu'il y a eu aussi des conflits dans le temps, voilà, qui a divisé des populations et que l'ennemi a profité de ça pour venir avoir de la force. Donc, il faut qu'on prenne ça en compte lorsqu'on parle d'unité. Quand on parle d'unité nationale, ce n'est pas la réconciliation qui a été faite dans le temps, les journées du pardon, ce n'est pas politique. Ah non, on ne peut pas effacer les crimes de... voir le président du Faso faire une adresse à la population de Bassalgo, c'est ça? C'est ce que vous dites? Non, je veux dire, avant de mettre, quand c'est dans ces genres de zones, après réinstallation des populations, il faut un travail souterrain de conscientisation. De conscientisation. Voilà. Alors, Monsieur Ouédraogo, certains l'ont dit, si aujourd'hui ces terroristes s'attaquent justement aux populations civiles, c'est un aveu d'impuissance. Ces terroristes seraient aux abois, à votre avis? Mais oui, c'est véritablement un aveu d'impuissance. Mais avant d'en venir, pour rebondir un peu sur ce que disait mon frère, vous voyez, après que Barsalogho ait été réinstallé, tout fonctionnait. Et même la sécurité tout autour. Ces travaux qu'ils font là, vous voyez, c'est très facile pour le voleur de pénétrer dans votre cour lorsque vous avez un fils ou quelqu'un de l'interne qui passe la nuit. Il tracera un plan pour dire « Ah, bingo, meilleure occasion. Venez rentrer. » Et très rapidement, ces gens-là, ils vont opérer. Donc, c'est exactement le cas de Barsalogho. C'est-à-dire le jour qu'il y a eu la petite faille, paf, ils sont passés. Et c'est comme l'a dit le ministre Sana, le ministre de la Sécurité. De la Sécurité, oui. C'est fini. Ces choses-là ne pourront plus jamais arriver. Et ce que moi je retiens, c'est exactement, vous voyez la mobilisation qu'il y a eu tout autour. Quand je pense au monde soignant, c'est-à-dire les médecins, tout et tout, comme un seul homme. Tous ceux même qui étaient partis en vacances sont revenus en trompe pour rester sur les malades. Et beaucoup de couches de formation ont emboîté le pas du CHR. Tout cela est à saluer et puis les populations sont venues donner du sang. Et la coordination nationale de la veille citoyenne a emboîté le pas. Et nous invitons tous ceux qui sont restés, qui ne l'ont pas encore fait, de se dire ce qui est arrivé à Barsalogho, ça n'arrive que c'est pas, à toi ça peut arriver demain. Et quand on dit le peuple, fais tout pour mettre le pas, mets-toi là-dedans, dis-toi concerné, lève-toi, tu peux faire quelque chose. Et pour revenir maintenant à... Rappelez-moi encore à la question. Si les terroristes seraient aux abois ou pas. Ils sont véritablement aux abois. Vous voyez, lorsque le président Traoré est arrivé, et très rapidement, il a fait son plan avec ses camarades du MPSR. Ils ont commencé à fouetter partout. Et lorsque ça a commencé à donner, ces mêmes-là, et avec leurs internes, et surtout ceux qui sont en interne, ont commencé à dire, ah, oui, c'est vrai, au front, ils sont en train de quand même gagner quelque chose. Mais on verra du côté économique. Donc, vous voyez, tout de suite, tu réussis quelque chose, ah, ton voisin t'applaudit, non, il faudrait, au moins lui, il a apporté quelque chose. C'est pourquoi nous souffrons depuis des années. Lui et ses camarades, ils sont arrivés
ils commençaient à libérer le territoire. Tous les Burkinabés devraient être heureux, accompagner la dynamique. Je te Au dis, lieu de ça, on voit des publications sur les réseaux sociaux. C'est très important. La communication qui se passe tout autour, c'est très... Et pour revenir aussi à M. Konaté, qui disait que c'est vrai que le renseignement quand même a beaucoup évolué, mais seulement que ce n'est pas arrivé. Bon, moi je dirais plutôt le renseignement au top. Et la question, par exemple, il disait entre autres que, que si l'ennemi arrive à écouter nos communications, bon, je ne pense pas que de nos jours encore ça soit possible. Pour vous rejoindre là où vous dites que le renseignement a beaucoup évolué. Auparavant, avant ça... Le renseignement a beaucoup évolué. Je crois qu'il a voulu dire que tout est perfectible. Oui. On peut toujours... Alors, monsieur Tel Konaté, on aurait dû voir des organisations, des ONG humanitaires donner de la voix en pareille circonstance. Mais Silence Radio, vous êtes intrigué par cela? Intrigué, ce serait trop dit. C'est quand on ne sait pas l'agenda de ces structures-là qu'on est surpris de leur comportement. En vérité, je ne sais pas comment dire ça. Voilà, vous voyez qu'au Mali, on a interdit quasiment toutes les ONG qui intervenaient. Dans le cas de notre conflit, ce n'est pas surprenant. On a plusieurs fois pris des organisations, des ONG en train de livrer des terroristes en matériel. Vous vous rappelez encore en 2022 qu'on a chassé la coordinatrice du système des Nations Unies ici. Elle faisait des déplacements sur des zones rouges et elle exigeait que l'armée soit absente, que l'armée n'y vienne pas avec elle. Ça veut dire qu'elle avait un lien direct, communication directe avec les groupes armés en échange de quoi? Dieu seul le sait. C'est pas pour rien aussi que le Mali a réussi à prendre Kidal après avoir chassé toutes les organisations soi-disant multilatérales et même bilatérales en lien ou des ONG de tout genre qui étaient là pour soit aider mais qui en réalité aggravaient le problème. Non. Ce problème-là, c'est un problème que l'on doit apprécier avec beaucoup de, comment on appelle ça, avec beaucoup de hauteur. Comme je le disais tantôt, dans une guerre, vous avez beaucoup de, il y a beaucoup de batailles, voilà. Et le nombre de batailles, et en tout cas la victoire dans une bataille, elle est aussi tributaire de beaucoup de variables. C'est vrai que nous ne sommes pas dans une guerre classique comme celle, par exemple, qui peut avoir lieu entre l'Ukraine et la Russie de l'autre côté, où il y a deux armées qui s'affrontent. Mais enfin, il s'agit d'une guerre. Et même la guerre qui se passe en Russie-Ukraine n'est pas semblable à la guerre 1945. Elle n'a rien à voir avec la Première Guerre mondiale. Chaque guerre est une nouvelle expérience. Un peu comme toute révolution est une nouvelle expérience. Vous ne pouvez pas copier une révolution pour dire qu'on va faire la même chose ici. Donc quand vous êtes dans une guerre, les acteurs peuvent changer, la forme peut changer, mais tout compte fait, il y a des armes qui sont en jeu. Il y a des gens qui meurent, il y a d'un côté ceux qui considèrent qu'ils ont une cause morale supérieure, il y a d'autres aussi de l'autre côté qui considèrent qu'ils ont quelque chose à défendre. Votre seul devoir pour gagner, c'est de vous donner les moyens de gagner. Les terroristes de l'autre côté, quel que soit ce qu'on peut dire d'eux, ce qu'ils font là, c'est contraire à la morale, c'est contraire à la religion. Ils se donnent les moyens vénals et vulgaires de nous atteindre. Il faut qu'on se donne aussi les moyens de les atteindre de la façon la plus dure possible et le plus permanemment qui soit. On peut aussi réfléchir et éventuellement inclure les causes sociologiques, évidemment. Mais la vérité de l'historique, c'est-à-dire l'historique, oui, les gens avaient des rancœurs, oui, les gens ne s'entendaient pas. Ça, on rencontre ça dans tous les pays du monde. Dans toutes les communautés du monde. Ça n'amène pas les gens à se rentrer dedans, à se tuer. Mais il y a d'autres variables qui rentrent en jeu et qui fait que finalement, les petites querelles qui pouvaient exister ou même les petites jalousies deviennent des motifs pour prendre l'arme contre son frère. Sinon, il n'y a pas cette communauté humaine établie, même dans les familles, où les gens ne s'en veulent pas. Souvent de façon extrêmement vénale, mais on ne va jamais jusqu'à prendre des armes. Donc, ce qui est en cause ici, c'est que il faut ramener les gens dans la République. Et c'est la puissance de l'État, la puissance, la force. On dit dans une République, c'est quoi? Elle est définie par le fait que c'est l'État seul qui a le monopole de la violence. S'il y a des groupes qui s'autorisent le monopole de la violence et qui essaient d'imposer à l'État la violence, si l'État ne peut pas rétablir l'ordre par la violence, l'État perd sa légitimité. C'est ce que nous disons simplement. L'État doit réaffirmer son autorité sur tout le territoire. Et ça va aussi de pair avec la possibilité de se donner les moyens d'un renseignement qui prend les devants sur l'ennemi.
Moi, je suis parfaitement d'accord que notre renseignement, elle a beaucoup grandi. Peut-être qu'elle a un niveau 100 fois supérieur à ce qu'on avait dans le temps. Voilà. Mais vous voyez, même les renseignements des pays comme la Russie, la Chine ou les États-Unis, ils grandissent. Aujourd'hui, nous avons certainement assez de drones. Le Mali, les Maliens, ils se battent pour avoir des satellites afin d'avoir une vue encore plus large de leur territoire parce que c'est beaucoup plus grand. Nous aussi, on doit aller vers ça. Et nous devons être dans une augmentation perpétuelle. L'autorité ne communique pas forcément sur tout. Il y a des travaux qui se mènent souterrainement. Peut-être que tout cela est envisagé. Au moment opportun, certainement qu'ils communiqueront. Monsieur Kim Touré, je reviens à vous avec le silence des ONG humanitaires. Est-ce que vous rejoignez l'idée donc de M. Konaté? C'est sans surprise de voir ce silence-là. Vraiment, c'est déplorable face à un tel drame et de marquer un tel silence. Et il faut au moins une déclaration de condamnation. Alors, parce qu'il ne faudrait pas attendre que notre armée se lève, pas traquer ces personnes, et on se lève pour dire qu'on va venir réaliser des enquêtes, on va mener des enquêtes, ou bien dire qu'il faut traduire X ou Y devant la CPI ou autre. Ah non, c'est pas ça. Voilà. Parce que c'est vraiment déplorable cette manière de voir les choses. Et quand nos autorités s'opposent aux droits humains, en fait, c'est les droits humains qui nous sont imposés. Sinon, dans notre société traditionnelle, les droits humains existent. Voilà. Mais cette manière de vouloir, comment on appelle, nous envoyer, nous imposer ces droits humains, bon, c'est ce que nous rejetons. Voilà. Parce qu'on ne peut pas comprendre que face à un tel drame, que bon, toutes ces organisations soient dans le silence. Ah non. Voilà. Il faut condamner. La CEDEAO devrait condamner. L'Union africaine devrait condamner. Et tous les pays amis, on devait les sentir condamnés. Et là, au moins, ça donne aussi la force. Ça nous amène, voilà, à comprendre que bon, voilà, ces personnes aussi sont avec le peuple. Mais quand c'est comme ça, bon, et demain, quand vous allez vous lever pour venir donner des leçons, mais les gens vont encore vous attaquer. Ah non. Alors, est-ce que vous comprenez justement ces relais-là des terroristes? Souvent même, on voit que certains même sont burkinabés sur la toile, qui semblent être heureux de voir ce qui se passe à Bassa-Loko, qui vont jusqu'à donner des chiffres. Oui. Des chiffres. C'est comme si ces personnes étaient assez heureuses de savoir ce qui se passe. Oui. Bon, c'est vraiment regrettable. Et nous prenons pour la participation populaire au développement et que tout le monde puisse participer au développement. Et nous invitons vraiment ces Burkinabés. Et même si vous avez quelque chose envers le président, le peuple doit rester le peuple. Ça doit rester la famille. Et ce n'est pas quand même, c'est illogique. Quand on parle d'apatride aussi, bon, c'est ça, d'autres veulent rentrer dans les définitions conceptuelles et autres. Non, mais c'est très simple. Et dans son sens comme ça, l'apatride, quelqu'un qui se retourne face contre sa patrie, mais face à un tel drame, vous prenez des photos, vous publiez sur les réseaux sociaux, vous faites des commentaires, et dans vos commentaires, ce qui est visible, vous êtes content. C'est tout. Vous êtes content de la situation. Au lieu de faire des condamnations, mais vous, c'est un commentaire pour montrer que le pouvoir est en train de s'affaiblir. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si le pouvoir s'affaiblit, mais c'est très dangereux pour nous-mêmes, le Burkina Faso. Mais eux qui sont là, qui veulent peut-être, ou bien qui rêvent, ou qui souhaitent, par exemple, que X tombe pour qu'ils viennent. Mais quand vous allez venir, qu'est-ce que vous allez faire? D'autres aussi vont s'asseoir, ils vont aussi faire ça, ils vont aussi faire ces calculs pour vous tomber. Ainsi de suite. Mais on va où? Il est temps pour nous qu'on arrête tout ça et qu'on essaie de voir comment construire le développement endogène de notre pays. La voie du développement que nous avons souhaité avant, nous avons eu cette chance que nous avons un leader. Moi, je ne vois pas
le président Ibrahim Traoré comme étant un chef d'État. Moi, je le vois comme un leader. Parce que je vois qu'il a marqué une grande différence. Parce que le chef, lui, il réfléchit pour lui, il réalise des projets pour que ces projets bénéficient à sa famille et à lui-même. Mais le leader, lui, il essaie de construire un cadre de développement pour que toute la population en profite. C'est là-bas que vraiment c'est très salutaire. Voilà pourquoi on voit ces derniers temps des projets révolutionnaires qui vont bénéficier à des générations futures. Bien sûr. À tous les niveaux. Bien sûr. Monsieur Ouédraogo, quelle est la lecture que vous faites sur les écrits que vous voyez sur les réseaux sociaux des Burkinabés qui semblent être en liesse face à ce qui s'est passé à Barsalago, qui devrait quand même les toucher personnellement, surtout quand il s'agit des Burkinabés? Monsieur Dabira, c'est vrai, ce qui nous arrive est en partie 90% dû au soutien. Vous voyez, toutes les organisations internationales, ces ONG, ces organisations africaines, c'est d'abord elles qui ont commencé. Mais c'est trop facile d'indexer les autres. Le véritable problème, c'est nous-mêmes Burkinabés. Voyez-vous, Barsalogo, lorsqu'il y a une attaque à quelque part, lorsqu'il y a 2 morts, 2 personnes tombées, vous voyez le relais des terroristes communique sur 80 ou une centaine. Et là, nous sommes dans pareille situation où c'est eux qui donnent les chiffres. Eux qui donnent les chiffres. Et même, avant même que le gouvernement, c'est-à-dire l'armée, n'arrive à sortir, identifier quelque chose, vous voyez très rapidement, sont eux qui disent quelque chose. Mais et moi, Burkinabé, qui suis là, moi aussi, je peux faire quelque chose. La communication de guerre, qu'est-ce qu'on fait de ça? Les autres, ils disent quelque chose. Il y a excusez-moi le terme, il y a des salopards qui sont en dehors du Burkina. Ah non, ouais, on peut trouver d'autres mots. Ouais. Non, mais ça fait mal à la limite. Quelqu'un qui est à 6000 km de chez toi ici et qui puisse prendre son téléphone ou son PC pour dire que voilà, attaque, machin, et peut-être à 4 km de toi tu es là, tu peux faire quelque chose. Tu as également écrit. Et très facilement, beaucoup se laissent prendre dans cette histoire. On n'écoute plus ceux qui avaient de ces chiffres. Que d'attendre justement la version officielle. Voyez-vous. Et le président Traoré a su quand même prendre le taureau par les cornes. Nous sommes en guerre, c'est vrai. Mais si tu passes ton temps, voici pourquoi il y a un certain nombre de projets qui accompagnent quand même. Vous voyez, lorsque on a commencé à le critiquer pour dire, bon, du côté récupération des villes, des villages, il y a une évolution, certes, mais on verra le côté économique. Pape et créa la PEC. Il n'y a rien de tel. La PEC, il n'y a rien de tel. Si nous repartons à 30, 50 ans de cela, ou même 10 ans, 5 ans à côté, c'est les mêmes qui nous en veulent aujourd'hui, là, qui venaient avec leur pactole, leurs sous, et qui finançaient les entreprises pour récolter de gros bénéfices. Et il dit c'est fini. Il faudrait que nous apprenions aussi à nous faire de l'argent. Chaque Burkinabé peut faire quelque chose. Et c'est là maintenant, moi je lance cet appel. Il faudrait que les gens sortent de leur zone de confort. Et d'ailleurs, même quelle zone de confort? Hein? Tu es là, tu ne t'en sors pas. Et il y a des initiatives qui sont développées pour quand même que tu deviennes quelque chose, quelqu'un, et tu es là, tu croises le bras. Vivement quand même que nous accompagnons
le gouvernement dans ce talent-là pour que le Burkina puisse s'en sortir. Au lieu de naviguer à contre-courant, M. Konaté, quel commentaire vous faites sur ces publications que vous voyez sur ces réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça vous fait de lire ces Ce que ça me fait, évidemment, c'est une déchirure. C'est une déchirure du fond du cœur, comme tout Burkinabé. Mais j'ai appris à relativiser la notion de nationalité dans nos pays. Vous savez, il y a une variable fondamentale qu'on ignore souvent quand on évoque la notion de patrie ou des nations dans nos pays. Nous avons hérité d'États à la prétention républicaine, mais ce qui consacre réellement l'appartenance à un destin commun, c'est de se sentir appartenir à une nation. Et nous savons tous que dans nos pays, la notion de construction de l'État-nation est une notion qui est restée à ses béabas. Nous n'avons pas dans nos pays des éléments de cohésion, enfin je dis des éléments d'attraction mutuelle entre les diverses communautés, entre les divers groupes, qui fassent qu'on se sente plus attaché à la chose nationale qu'à nos petites biens grégaires de famille ou bien même d'ethnie. Il y a des gens qui se sentent plus proches, ou en tout cas plus appartenir à leur ethnie qu'à la nation, qu'à l'État. Donc, de sorte que quand la personne sent que des intérêts liés à sa famille sont touchés, même s'il faut détruire le pays pour protéger ça, il sent, et ça lui convient très bien. Mais la notion de trahison de la patrie, ce n'est pas une chose qui est propre au Burkina, évidemment. On voit ça partout dans le monde. Mais c'est la réponse à ça. C'est la réponse. Comment on répond à un citoyen qui se constitue en trahison par rapport à l'ensemble de la communauté nationale? La réponse devrait être quoi? Ainsi, on entend parler justement du retour à la peine de mort pour que ça soit un effet de dissuasion pour ceux qui vont se liguer désormais contre la nation. En ce qui me concerne, depuis au moins 2022, j'ai évoqué le fait qu'on doit avoir le courage de mettre en place la législation qui va avec nos exigences et nos contextes. Même la question de l'abolition de la peine de mort, ça a été sous instigation des politiques français qu'on l'a décidé ici. Parce qu'évidemment, on n'était rien d'autre que des sous-fifres de la vision française. Au regard du contexte, aux États-Unis aujourd'hui, il y a toujours la peine de mort. Mais tout compte fait, ça peut dissuader certainement. Mais les premiers qui doivent même être comptables de la peine de mort, ce sont ces terroristes que l'on prétend comme nos frères et qui ont pris les armes contre nous, qui ont tué leurs propres frères et sœurs. Avant même qu'on en arrive à ces épouvantails qui sont sur les réseaux sociaux et qui essaient d'atteindre les gens. Ce sont des épouvantails, ils ne valent pas plus que des feuilles mortes. Mais évidemment, même les feuilles mortes, ça fait du bruit. Mais j'ai dit, il faut qu'on ait une réponse vigoureuse face à la trahison interne. Comme quoi? On se rappellera tous que, je disais tantôt qu'il n'y a pas que chez nous qu'il y a des trahisons. L'année passée, je pense que c'est au mois de février de 2023, il y a un pilote russe qui a pris son avion et qui allait livrer ça aux Ukrainiens parce qu'il avait été contacté par des agents secrets américains lui disant que s'il parvient à prendre l'avion de combat russe pour aller le livrer aux Ukrainiens, il serait récompensé. Il l'a fait et le copilote a été tué sur le champ. Lui, on lui a donné de nouveaux papiers, il a eu de l'argent et on lui a même changé son identité. Il allait en Espagne. Mais en octobre de l'an passé, les services secrets russes l'ont rattrapé dans un parking et ils lui ont donné la correction qui devait avoir lieu. Parce que le problème avec la trahison interne, quand on vous trahit et que vous ne réagissez pas de façon vigoureuse, ça encourage d'autres à le faire. Et la rançon, ou en tout cas le prix à payer pour la trahison d'un groupe entier, écoute, on le sait tous depuis la nuit des temps. Hein? Non, les mauvais exemples ne doivent pas prospérer. Et l'ensemble de la communauté nationale doit se mobiliser. C'est là que je dis, notre renseignement doit avoir une zone de compétence aussi bien nationale, locale qu'internationale. C'est pas pour rien que les Américains, les Israéliens et même les Français, ils se donnent beaucoup de moyens pour être présents dans nos pays afin d'agir, nous nuire ou en tout cas contrôler les intérêts. Le contrôle des intérêts se fait à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Alors, monsieur Kemtero, que pensez-vous justement de cette notion de peine de mort qui revient au goût du jour? Vous pensez que cela va être assez dissuasif au regard du contexte? Oui, monsieur Dabira, la peine de mort, nous l'avons proposé bien avant les assises, dans une déclaration, une conférence de presse. Vous avez parlé de la nécessité de revenir à la nécessité de revenir sur la peine de mort. Et nous avons même proposé à ce que le président Ibrahim Traoré, que nous estimons qu'il a la légitimité populaire, rédige ou fasse rédiger
ce qu'on appelle la charte Sabari ou encore charte Ibrahim Traoré pour reconstruire un Burkina nouveau avec des valeurs nouvelles et à partir de là, que la peine de mort soit appliquée à toute personne qui va commettre un crime de sang ou un crime économique. Nous l'avons proposé. Ça pourra mettre un frein aux complicités internes. Ça pourra mettre un frein aux complicités internes. Ça pourrait mettre, c'est pas, quand on prend seulement, c'est pas, comme on appelle les crimes de sang seulement qu'il faut viser, même les crimes économiques. Il y a tout ça. Et ça doit dissuader beaucoup. Ça va donner une nouvelle conscience aux Burkinabés. Une nouvelle conscience, oui. Ça sera assez... Voilà. Très rapidement. Et moi, pour ajouter comme proposition à la peine de mort, il va falloir qu'il y ait une nouvelle adoption, qu'on appelle une stratégie que nous avons appelée les troisièmes. Le troisième, cela veut dire tout simplement que le MPSR, et nous l'avons proposé dans notre déclaration, que le MPSR soit proclamé par exemple comme le parti unique. Actuellement, pour 3 ans. Un parti unique. Le parti unique. Exécutif du réseau des sociologues et historiens pour la participation populaire au développement. Merci à vous, Tel Konaté. Vous êtes le secrétaire général du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre constante fidélité à nos programmes et restez toujours connectés sur la C360.